Salut tout le monde, nouvelle vidéo pour partager mon opinion sur le film d'animation Bad Guys 2 de DreamWorks. Je viens de le voir au cinéma et j'ai passé un super moment, j'ai beaucoup aimé, malgré quelques petits détails sur lesquels je vais revenir. J'avais pas vu le 1, pas encore. Je l'ai vu du coup quelques jours après, mais on m'avait déjà raconté assez rapidement l'histoire. Grosso modo, c'est un monde avec des humains normaux, mais aussi avec des animaux. Des oiseaux, des poissons, des serpents et autres animaux anthropomorphiques. Un peu comme Zootopia. Sauf que dans Zootopia, il n'y a pas d'humains. Dans Bad Guys, l'histoire se focalise sur un groupe de voleurs expérimentés mené par un loup qui se fait appeler Monsieur Loup ou le grand méchant loup. Il n'a pas d'autre nom, et d'un Monsieur Serpent expert en coffre-fort et en crochetage, Madame Tarentule dite la toile, qui est une experte en piratage informatique, un requin pâteau et un peu niais spécialisé dans les déguisements et l'infiltration, et qui a tendance à gaffer et à paniquer, comme il le dit souvent dans le film, et un piranha hargneux et bagarreur, et qui a tendance à faire des proutes. Cette bande de joyeux lurons était donc dans le premier film des méchants, des bad guys, des cambrioleurs qui faisaient de gros casses dans les musées, les banques, etc. et tout le monde avait peur d'eux. Et dans le premier film, ils ont fini par se faire prendre et ils ont été initiés par un cochon d'Inde, le professeur Marmelade, pour apprendre à devenir gentils. Mais le cochon d'Inde, par la suite, tentera lui-même de commettre une sorte de cambriolage et se révélera être un méchant mégalomaniaque qui avait tout manigancé pour voler un objet qui a des pouvoirs magiques et de faire accuser Monsieur Loup et les autres. Et après plusieurs péripéties de remise en question avec l'aide d'une renarde qui travaille au gouvernement, ils réussissent à arrêter le chaos provoqué et semé par le professeur Marmelade, et à le faire arrêter. Ils décident de se réinsérer au sein de la société et d'arrêter leurs méfaits en se rendant à la police. Ils sont libérés 1 an plus tard et s'engagent à se réinsérer, et c'est là que commencera le deuxième film. Voilà, donc ça c'était le résumé du premier film. Je l'ai vu et je pense que je vais aussi en faire une vidéo, car j'ai sûrement encore plus à dire sur ce premier opus que le deuxième dont on va parler ici. Le premier parle vraiment de méchants habitués à être méchants, et qui se croient et que la population croit être irrécupérable. Et de nombreux dialogues et situations sont vraiment intéressants sur ce genre de sujet, qui sensibilisent le public, même accessible à des enfants, sur la difficulté à changer et à se faire accepter. Quand j'ai été voir le 2, je n'avais pas encore vu le premier, et ça ne m'a pas empêché d'aimer le 2, et ça ne m'a pas gêné au niveau de la compréhension. Selon moi, vous pouvez aller le voir avec vos enfants sans avoir vu le premier, et sans avoir de problème pour suivre l'histoire. Mais je vous avoue qu'après avoir vu le premier, mon opinion élogieuse sur le deuxième a un peu décliné. Juste un peu, parce que en visionnant le premier peu de temps après avoir vu le deuxième, j'ai eu plusieurs fois des sensations de déjà-vu. En fait, le deuxième ressemble au premier sur plusieurs points. Il faut admettre que ça lui enlève un petit peu de mérite. Parce qu'on pourrait presque voir le deuxième comme une sorte de repompage du premier, et en un peu moins bien. Mais ça reste un film très plaisant, et limite, il vaut mieux ne pas avoir vu le premier pour mieux l'apprécier. Je vous résume sans spoiler la suite donc. Le film s'ouvre sur un flashback qui introduit et rappelle au spectateur ce que les Bad Guys étaient avant. On les voit commettre un grand coup en volant la voiture de luxe d'un riche homme d'affaires, et s'ensuit une longue course-poursuite menée par Monsieur Loup au volant de la dite voiture poursuivie par des dizaines de voitures de police, avec des scènes d'action très exagérées, mais spectaculaires et avec de belles images et bien mis en scène. Mais ce n'est pas sans rappeler la course-poursuite et spectaculaire du début du premier film. Mais ça permet aux spectateurs, notamment ceux qui n'ont pas vu le premier film, comme moi, de mieux comprendre les personnages et faire transition entre le premier et le deuxième film. Monsieur Loup et ses anciens complices tentent de trouver un emploi et de gagner leur vie honnêtement, mais personne ne veut les embaucher, parce que ce sont d'anciens truands, ce qui met Loup et les autres en grande difficulté financière, pendant que la cheftaine de la police, une flic rondouillarde et hargneuse, qui avait déjà traqué le Loup et sa bande dans le premier film, exprime sa frustration car elle n'arrive pas à capturer un nouveau gang de cambrioleurs. Ce nouveau gang va entrer en contact avec Monsieur Loup et exercer des pressions pour obliger Monsieur Loup et les Bad Guys à les aider à commettre un nouveau casse. Loup, le requin et les autres coopèrent alors avec réticence avec ce nouveau gang et retrouvent les joies et l'exaltance de leur ancienne vie et sont même tentés et hésitent à reprendre leur activité de cambrioleur. Mais évidemment, les choses ne vont pas se passer comme prévu et les Bad Guys vont se retrouver au centre d'un complot de grande envergure. Je vais détailler tout ça tout à l'heure, mais encore une fois, ce n'est pas sans rappeler le complot du professeur Marmelade. Alors je le redis, j'ai passé un super moment. On ne s'ennuie à aucun moment. C'est tiré par les cheveux, notamment le piège du début, pour obliger les Bad Guys à s'associer avec le nouveau gang. Un piège qui n'est pas, encore une fois, sans rappeler le piège du professeur Marmelade dans le premier pour faire accuser les Bad Guys. C'est inventif, c'est bien mis en scène, notamment le plan des méchants pour semer le chaos dans le monde entier, qui est burlesque, spectaculaire, mais bien mis en scène, malgré les ressemblances encore une fois avec le premier film.
Et j'ai particulièrement apprécié la manière dont le film nous fait aussi réfléchir sur la réhabilitation, à travers évidemment les bad guys qui peinent à gagner leur vie honnêtement et en viennent du coup à regretter le temps où ils étaient malhonnêtes. Il y a quelques conversations intéressantes aussi entre le loup et le chef du nouveau gang de méchants, notamment la scène où ce dernier explique son parcours et comment il en est venu à préférer s'engager dans le crime organisé plutôt que d'être sage et obéissant. Et s'ensuivent alors certaines morales intéressantes et pas trop appuyées sur ce qu'est le respect et comment gagner l'estime des autres. C'est joli, c'est amusant, c'est inventif, c'est original, les personnages sont attachants. Je vous encourage à aller le voir, quel que soit votre âge. Ce n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un film pour enfants, bien que ce soit les enfants qui apprécieront sûrement le plus, notamment en raison du fait de certains gags basés sur les proutes, dont je parlerai tout à l'heure, et qui moi ne m'ont pas trop plu. Plusieurs scènes sont exagérées, mais bien réalisées, et c'est un film qui peut plaire à un large public, et une suite qui ne nécessite pas forcément d'avoir vu le premier film pour l'apprécier comme il se doit. Et je le redis, vous l'apprécierez peut-être même encore plus si vous n'avez pas vu le premier, parce que vous n'aurez pas ces sensations de déjà-vu comme moi j'en ai eu. Je vais maintenant raconter et commenter le film, donc attention, je vais spoiler. Comme je l'ai dit, le film s'ouvre sur un flashback où nos anti-héros préparent un grand coup et dérobent une voiture de luxe. Après de spectaculaires cascades et une course-poursuite effrénée, Lou et les autres parviennent à semer la police. Puis, on bascule au temps présent, où Monsieur Lou conduit un vieux taco et cherche un emploi afin de se réinsérer dans la société. Monsieur Piranha, Madame Tarentule et Monsieur Requin font de même. Mais toutes leurs tentatives de trouver un emploi se soldent par des refus, notamment en raison de leur passé de criminels. Et là, le film évoque un sujet tabou de notre société, la réinsertion et la stigmatisation. Des anciens malfrats font des efforts pour changer, mais on ne leur laisse pas l'occasion de pouvoir le faire. Et le gang des bad guys se retrouve menacé de saisie, d'expulsion, etc. Mais qu'est-ce qui arrive quand des gens s'efforcent de gagner leur vie honnêtement et de survivre, mais n'y arrivent pas? Ils en viennent à basculer, ou dans leur cas même à rebasculer du mauvais côté, et gagner ainsi leur vie malhonnêtement. Surtout quand on leur colle sur le front une étiquette comme quoi ce sont de mauvaises personnes, qui ne méritent pas qu'on leur offre une seconde chance. C'est un peu comme les Noirs, les Maghrébins, les musulmans de notre société, qui quand ils n'arrivent pas à survivre en étant honnêtes, et se voient refuser des emplois et des logements en raison de leur couleur de peau ou de préjugés, ils finissent par basculer dans le délit, les trafics, etc. Et c'est intéressant qu'un film destiné en partie à des enfants essaye un peu de sensibiliser un large public sur ce genre de problèmes de société. Le groupe par la suite soupçonne le serpent de continuer à commettre des vols, car ce dernier semble bien gagner sa vie contrairement aux 4 autres. Pendant ce temps, la cheftaine de la police, une commissaire grassouillette hargneuse, pique sa crise de nerfs parce qu'elle n'arrive pas à choper un nouveau criminel qui se fait appeler le criminel mystérieux. Je crois, quelque chose comme ça. Lou s'introduit alors dans son bureau et lui donne des tuyaux pour coincer ce nouveau malfrat, à l'aide de son propre vécu en tant qu'ancien malfrat. Monsieur Requin et les autres font de même, et ils en viennent à soupçonner un grand coup qui se prépare lors d'un match de catch. Le criminel ira selon eux tenter de voler la ceinture en un métal particulier du futur vainqueur du match. Ils en viennent même à soupçonner leur copain serpent d'être dans le coup. Et lors de l'opération pour tenter d'empêcher ce vol, Lou et les autres retrouvent le serpent, accompagné d'une femelle corbeau, qu'il présente comme étant sa fiancée. Oui, il y a un serpent et un corbeau qui s'embrassent dans ce film, mais bon, il n'y a pas de lettres amour, comme on dit. Mais je souhaite pas trop voir leurs futurs enfants s'ils arrivent à en avoir. Mais sinon, lors de l'opération pour tenter d'empêcher le vol, rien ne se passe comme prévu pour les bad guys. Et c'est eux qui se retrouvent accusés de tenter de voler la ceinture. Ils sont sauvés par la femelle corbeau, donc la fiancée du serpent, qui se révélera être une traîtresse qui travaille pour le mystérieux criminel. Une panthère qui se fait appeler Mistigris, et qui fait chanter Lou et les autres pour les obliger à les aider à voler certains matériaux rares. Bien qu'il ait été trahi, le serpent demeure fou amoureux de la femelle corbeau, et j'ai vu venir de loin que cette dernière allait finir par trahir Mistigris et venir en aide au serpent, à un moment ou un autre. Lors du braquage, le loup et sa bande n'ont rien perdu de leur talent de cambrioleur, et le loup prend même un certain plaisir à revenir dans le feu de l'action, et reprendre ses anciennes habitudes. Une fois le casse terminé et couronné de succès, Monsieur Loup, qui avait prévu d'aider Mistigris et sa bande pour ensuite les dénoncer à la police, hésite à redevenir un bad guy. En effet, il se remémore ses nombreux entretiens d'embauche, où il n'a fait que se faire mettre à la porte. Et il se dit que la vie serait plus excitante et plus enrichissante si lui et sa bande s'associaient à Mistigris plutôt que de la dénoncer. Il se laisse finalement convaincre par les autres, qui lui font comprendre qu'une fois Mistigris arrêté grâce à eux, la police et la population leur seront reconnaissants, et ça leur permettra enfin de se réinsérer et de trouver du travail. Mais Mistigris avait anticipé leur trahison. Elle les capture et les garde finalement prisonniers. Tous les métaux qu'elle a volés ont servi en fait à créer un aimant géant qui attire les objets en or. Et elle désire utiliser cet aimant géant dans une fusée depuis l'espace pour s'emparer de tous les objets en or de la Terre,
et provoquer un chaos total sur la planète. S'ensuit alors une collaboration entre la cheftaine et les Bad Guys pour rattraper Misty Gray et sa bande dans l'espace. Lou et les autres embarqueront à bord de la fusée en plein lancement et confronteront Misty Gray qui a déjà rassemblé un immense butin et semé la panique sur Terre. Piranha et Serpent vont dériver et s'éloigner dangereusement de la station et seront finalement sauvés par la femelle corbeau qui choisit de trahir Misty Gray après que cette dernière se soit montrée particulièrement violente envers elle. Pendant ce temps, Lou et Renard affrontent Misty Gray et je vous laisse deviner qui sortira vainqueur. Une fois de retour sur Terre, la cheftaine de la police annonce la mort de Lou et des Bad Guys, qui en réalité se font engager comme agents secrets, ce qui leur permettra de mettre leur talent de cambrioleurs, d'experts en infiltration, de hackers, etc., cette fois-ci au service du bien. Et le film se termine ainsi. Je le redis, j'ai vraiment passé un agréable moment. Il y a une créativité au niveau mise en scène qui était éblouissante. La course-poursuite, au début, ou quand le public pense que Lou et les Bad Guys ont tenté de voler la ceinture, la vague déferlante du public qui leur court après, était impressionnante, mais rappelle fortement certaines scènes du premier film. Et le plan de Misty Gray de collecter les objets en or depuis l'espace, c'était original, et c'était trépidant de voir ça en scène. Autant que le plan loufoque de Marmelade dans le premier film. L'ambiance est apocalyptique, mais tout en étant édulcorée, parce que c'est un film aussi pour les enfants. Alors il y a quelques intrigues que je n'ai pas évoquées, comme celle du professeur Marmelade, je rappelle le méchant du premier film, qui joue un petit rôle dans cette suite, et qui jouera peut-être un rôle plus grand dans un éventuel troisième opus. Il y a une scène post-générique à voir à la fin qui semble annoncer un troisième film, dont le méchant sera certainement à nouveau le cochon d'Inde mégalomane. Il y a aussi une sous-intrigue avec la renarde du premier film. Et il y a un dialogue intéressant vers le milieu du film entre Lou et Misty Gray, où cette dernière explique comment elle en est devenue une voleuse. Elle était une enfant ignorée de tout le monde, jusqu'à ce qu'elle se mette à voler les friandises des autres enfants. Et elle a pris plaisir et s'est accoutumée à attirer l'attention des autres, en prenant aux autres ce qui leur est précieux. Et là aussi c'est intéressant et ça fait réfléchir. Car effectivement, certains enfants, se sentant esseulés et rejetés, en viennent parfois à faire des bêtises et mal se comporter. Parce que c'est pour eux le seul moyen qu'ils ont trouvé pour qu'on s'occupe d'eux et de se faire respecter. Parce que c'est vrai que d'une certaine façon, on accorde plus de soutien et d'attention à ceux qui se comportent mal, plutôt qu'à ceux qui se comportent bien, qui travaillent bien, et qui tout simplement agissent de manière civilisée. Et il s'ensuit plus tard dans l'espace, lorsque Lou se retrouve face à Misty Gray, un échange et une confrontation de leur point de vue. Misty Gray considère que le seul moyen de se faire respecter, c'est de se faire craindre. C'est de susciter la peur, entre autres, en faisant la démonstration de ce qu'on est capable de faire ou de ce qu'on est prêt à faire, comme déclencher la panique dans le monde entier. Ce à quoi Lou lui répond que le respect est mutuel et se gagne. Alors je pense cela dit que Lou se trompe un petit peu. Le respect ne se gagne pas, ne devrait pas en tout cas. Il devrait prévaloir. Parce qu'on ne devrait pas avoir besoin de gagner le respect des autres. Parce que le respect est indispensable au vivre ensemble. C'est quelque chose d'élémentaire qui va de soi en fait. C'est plutôt l'admiration qui se gagne. Mais le respect, on doit respecter tout le monde, y compris les personnes que nous n'aimons pas, y compris même les personnes méprisables. Parce qu'on ne doit pas répondre au manque de respect par le manque de respect. On doit sanctionner, voire punir ceux qui sont méprisables et qui menacent la paix et l'harmonie entre les êtres. Mais sans pour autant faire subir aux criminels ce qu'ils font subir aux autres. Mais sinon, Lou a raison. La crainte et le respect, c'est pas du tout la même chose. On ne respecte pas la personne dont on craint les réactions violentes, on s'y soumet. Tandis que le respect, il est mutuel. Et justement, Misty Gray est allée trop loin dans sa manière de se faire respecter. Elle s'est montrée trop dominante envers ses complices, et ces derniers, du coup, se sont retournés contre elle, et ont aidé Monsieur Piranha et Monsieur Serpent au lieu de lui obéir, parce qu'ils ne respectaient plus Misty Gray, en raison du fait qu'elle-même s'est montrée dominante et irrespectueuse à leur égard. Quand on n'est pas respectable et que les autres ne se sentent pas respectés, d'une façon ou d'une autre, ça nous retombe dessus. Les autres finissent par se rebeller d'une façon ou d'une autre. Misty Gray, du coup, a commis 3 des plus grosses erreurs classiques des méchants. 1. Elle n'a pas tué les gentils quand elle en avait l'occasion. Bon, c'est un film d'animation destiné à un large public, donc ça peut se comprendre. Cela dit, Marmelade, dans le premier film, il a essayé de tuer Lou et Renard une fois qu'il les a capturés. Deuxièmement, elle a bêtement révélé les détails de son plan et de ce qu'elle comptait faire avant de partir, laissant Lou et les autres derrière elle, qui du coup ont pu la retrouver et l'arrêter. Et troisièmement, comme on l'a dit précédemment, elle s'est mise à dos ses propres alliés, qui du coup se sont retournés contre elle. Et tout cela a causé sa perte. Pour finir, quelques petits bémols, qui moi m'ont personnellement un peu gêné. Le piranha qui pète souvent, et ses flatulences dans l'espace qui entraînent un gag, et le met lui et un de ses compagnons en grand danger. Les enfants dans la salle, évidemment, ils ont trouvé ça drôle, mais ce genre d'humour, moi, c'est le genre d'humour crade et puéril qui ne me plaît pas. Ça me dégoûte plus qu'autre chose, personnellement.
Le piège mis en place par le gang de Mistigri au match de catch est quand même bien tiré par les cheveux et repose sur un trop grand nombre de facteurs pour que ce soit crédible. Il fallait que les bad guys viennent, montent sur le ring, etc. Mais comme je l'ai dit, ça ressemble pas mal au piège mis en place par Marmelade dans le premier. Et le piège mis en place par Marmelade dans le premier était encore plus tiré par les cheveux que le plan de Mistigri. La scène où l'hélicoptère des bad guys poursuit la fusée atomique va trop loin dans le surréalisme, je trouve. Bon, la course-poursuite du début est aussi très surréaliste, hein. Comme le passage où Lou arrive à slalomer entre tout plein de voitures et en marche arrière, faut admettre que ce n'est pas non plus le genre de film où il faut chercher le réalisme à tout prix. Après tout, c'est un monde imaginaire avec des animaux qui parlent, donc faut admettre que si ça peut gêner, c'est pas un monde réaliste à la base. Mais tout de même, la manière dont Lou et les autres interceptent et s'introduisent dans la fusée en plein vol, c'est un peu trop, moi je trouve, hein, voilà quoi. Le corbeau qui finit par tomber sous le charme du serpent, c'était assez prévisible aussi. Mais sinon, il y a beaucoup de créativité. Bien que ce soit tiré par les cheveux, ce plan d'aller dans l'espace pour utiliser un aimant pour voler tout objet en or de la planète, mais c'est très bien mis en scène, c'est très joli. Le rythme et les scènes tiennent bien en haleine, et on ne s'ennuie vraiment pas. Et c'est intéressant aussi de voir que les bad guys sont accros à l'adrénaline, à l'action. Ils ne se sentent vivants que quand ils sont dans le feu de l'action. Et ils pourraient très bien, tout simplement, faire ce pourquoi ils sont bons, mais du côté du bien. Tarentule, dite la toile, peut faire du piratage informatique, mais dans le but de protéger les gens des vrais pirates mal intentionnés, par exemple. Et le film finit par la bande des bad guys qui rejoignent une sorte d'agence gouvernementale d'élite pour mettre leur talent au service du bien. Voilà, les engager et leur permettre de faire ce pourquoi ils sont très doués, et en plus, ce qu'ils aiment faire, bah c'est la solution idéale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter et à aller voir Bad Guys 2, hein, c'est un très chouette film. Passez du bon temps et respectez-vous les uns les autres. Allez, à bientôt.